Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment important et, il faut le dire, assez complexe, les troubles du comportement chez les enfants et les adolescents. C'est un domaine où la ligne de démarcation entre une simple crise d'ado et un trouble plus profond est parfois difficile à tracer. Mais c'est pourtant essentiel pour comprendre et aider au mieux les jeunes. Alors, comment va-t-on aborder ça? Voilà notre plan. D'abord, on va essayer de faire la différence entre ce qui est normal dans le développement d'un ado et ce qui pourrait être le signe d'un trouble. Ensuite, on dressera une sorte de carte des principales catégories de troubles. On fera un zoom sur les comportements dits perturbateurs, puis on élargira le champ pour voir les autres troubles majeurs, et on terminera bien sûr avec les solutions, la prise en charge et le soutien. Allez, on commence tout de suite avec cette image de l'adolescent en équilibre, un peu comme un funambule. Et c'est là qu'est tout le défi pour les médecins et les familles. Comment faire la part des choses entre la crise d'adolescence, qui est un passage presque obligé, et un trouble qui, lui, demande une attention toute particulière. C'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est face à une étape normale du développement, même si elle est mouvementée, ou est-ce que ce sont les premiers signes d'une difficulté plus profonde? La réponse, évidemment, n'est pas simple. Les signaux peuvent être flous, et surtout, chaque jeune a son propre parcours. Pour y voir un peu plus clair, mettons les choses face à face. D'un côté, on a l'adolescence, disons, classique. C'est normal de chercher l'autonomie, d'avoir des sautes d'humeur, de s'opposer un peu à l'autorité, c'est le jeu. Mais de l'autre côté, les signaux d'alerte, c'est quand ça devient différent. Quand le comportement devient un schéma qui se répète tout le temps, quand ça empêche de fonctionner normalement à l'école ou avec les amis, surtout quand il y a une vraie rupture avec ce que l'enfant était avant, et que tout ça, ça génère une souffrance, une vraie détresse. Bon, pour s'y retrouver dans tout ça, le mieux, c'est de classer un peu les choses. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble, de mettre un peu d'ordre dans des situations qui peuvent paraître chaotiques. Imaginez ça comme une sorte de carte. On y trouve plusieurs grandes régions. D'abord, les troubles perturbateurs, dont le fameux TDAH. Ensuite, la famille des troubles anxieux, où l'inquiétude et la peur dominent. On a aussi les troubles de l'humeur, qui incluent notamment la dépression. Puis, une catégorie plus sévère, les troubles psychotiques, où il y a une perte de contact avec la réalité. Et enfin, une catégorie autre qui rassemble des problèmes tout aussi sérieux comme les troubles alimentaires, du sommeil ou liés à la consommation de substances. Allez, on va faire un zoom sur la première grande catégorie, les troubles du comportement perturbateur. C'est souvent celle-ci qui est la plus visible, celle qui alerte le plus l'entourage, que ce soit à l'école ou à la maison. Le plus connu de cette famille, c'est bien sûr le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Attention, on ne parle pas juste d'un enfant un peu turbulent. Non, c'est un vrai trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que le cerveau fonctionne différemment, ce qui entraîne des difficultés persistantes de concentration, une agitation quasi permanente et une tendance à agir avant de réfléchir. Pour bien comprendre le TDAH, on peut l'imaginer comme un tabouret à trois pieds. Le premier pied, c'est l'inattention. L'enfant est facilement distrait, il a du mal à se concentrer longtemps sur une tâche. Le deuxième, c'est l'hyperactivité, ce besoin constant de bouger, de gigoter, l'incapacité à rester assis tranquillement. Et le troisième pied, c'est l'impulsivité, couper la parole, agir sans penser aux conséquences. Ces trois aspects peuvent être plus ou moins présents selon les individus. Et ce qui complique les choses, c'est que le TDAH arrive rarement seul. Il s'accompagne souvent d'autres difficultés, des problèmes d'apprentissage à l'école, une gestion des émotions très compliquée, des troubles du sommeil comme le fait de faire pipi au lit tardivement, et parfois même des retards de langage. C'est tout un ensemble qui forme un tableau complexe. En plus du TDAH, dans cette même catégorie, on trouve deux autres troubles importants. D'abord, le trouble oppositionnel avec provocation. Là, on est face à un enfant qui est constamment dans la désobéissance, la contestation et la provocation envers l'autorité. Et puis, un trouble plus grave, le trouble des conduites, qui lui implique des comportements antisociaux, comme le non-respect des règles ou des droits des autres. Bon, on a bien vu les troubles perturbateurs. Maintenant, élargissons un peu notre champ de vision pour balayer rapidement les autres grandes familles de troubles qu'on a vues sur notre carte. L'idée ici, c'est de bien saisir la diversité de ces difficultés. Pour les troubles de l'humeur, ça peut aller de la dépression, avec une tristesse profonde et durable, à des difficultés à se remettre d'un événement stressant. Ensuite, les troubles anxieux, c'est le règne de la peur, anxiété permanente, phobie sociale qui paralyse, attaque de panique. Les troubles psychotiques, eux, sont marqués par une rupture avec la réalité, la pensée qui se désorganise. Puis, il y a les troubles des conduites alimentaires, comme l'anorexie et la boulimie, qui sont une vraie mise en danger du corps et de l'esprit. Et enfin, les troubles liés à l'usage de substances quand la consommation devient incontrôlable et destructrice. Ok, face à tous ces tableaux cliniques, parfois très lourds, que fait-on concrètement? Comment aide-t-on ces jeunes? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie qui est consacrée à la prise en charge et au traitement.
Le parcours de soins, ce n'est pas de l'improvisation, c'est un processus bien structuré. Tout commence toujours par une évaluation très complète, avec la famille, avec le jeune. Ensuite, et c'est crucial, une équipe de plusieurs professionnels se met en place. La psychothérapie, c'est quasiment toujours le cœur du réacteur. Un soutien médicamenteux peut s'avérer nécessaire dans certains cas bien précis. Et enfin, il y a deux choses absolument fondamentales. Aider les parents et adapter l'environnement scolaire. En fait, une prise en charge efficace repose sur 4 piliers. Le premier, la psychothérapie. C'est l'espace où le jeune peut parler, comprendre ce qui lui arrive et apprendre à gérer ses difficultés. Le deuxième pilier, c'est le traitement médical. Les médicaments ne sont pas une solution magique, mais ils peuvent être indispensables pour cibler des symptômes précis. Par exemple, pour le TDAH, le méthylphénidate, connu sous le nom de Ritaline, est souvent très efficace. Troisième pilier, la guidance parentale. On donne aux parents des clés pour mieux comprendre et mieux réagir. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'aide éducative et sociale, pour que l'école et tout l'environnement du jeune soient adaptés à ses besoins. Cette phrase résume finalement toute la philosophie de la prise en charge. Le succès, ça ne dépend jamais d'une seule personne ou d'une seule méthode. C'est le résultat d'un travail d'équipe, d'une collaboration entre les médecins, les psys, les éducateurs et bien sûr, la famille. Tout le monde doit travailler ensemble, avec le jeune au centre de toutes les attentions. Et on va se quitter sur cette question qui ouvre la réflexion. Parce que oui, le diagnostic et le traitement sont essentiels. Mais la vraie clé, au fond, c'est peut-être de se demander, plus largement, comment nous tous, en tant que société, on peut créer des environnements, que ce soit à l'école, en famille, qui ne se contentent pas de gérer les jeunes en difficulté, mais qui permettent à chaque enfant, à chaque ado, de s'épanouir pleinement. Et ça, c'est une réflexion qui nous concerne tous.